Cette conférence s'intéresse au rôle des acteurs, à la multiplication des acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre, pour finalement se questionner sur des pistes susceptibles de résoudre cette complexification. La prise en compte des acteurs de la mise en œuvre est essentielle à la compréhension de celle-ci. Quand on se place dans une position top-down, on ne concevra les acteurs qu'au prisme des acteurs décisionnaires. La mise en œuvre est donc uniquement pensée comme une application de décisions qui ont été prises ailleurs. À l'inverse, si on se place dans une perspective bottom-up, alors les acteurs de terrain sont placés au centre de la réflexion. C'est eux qui font la mise en œuvre. On sait que les acteurs de terrain sont les véritables acteurs de la mise en œuvre. Ce que on appelle les street-level bureaucrates sont les véritables entrepreneurs de cette mise en œuvre, puisqu'ils ont pour charge de concrétiser des politiques publiques. Ces acteurs ont une marge d'autonomie qui leur donne des capacités d'action. On a même parlé de policy makers pour insister sur le fait que leur prise de décision et leur capacité d'action, la façon dont ils vont interpréter les règles, les politiques et les réformes, leur permettent même de modifier les finalités des politiques publiques. Il nous faut donc nous pencher sur ces acteurs au centre des réformes éducatives et de la mise en œuvre en particulier. La façon dont les acteurs vont agir sur la mise en œuvre va évidemment dépendre de leurs ressources matérielles, de leur savoir au niveau politique, de la reconnaissance sociale, etc. Ces dimensions expliquent la façon dont ils vont pouvoir aménager leur autonomie et la façon dont ils vont mettre en œuvre les politiques publiques. Pourtant, il serait vain de dresser un panorama complet de ces acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre. Notre angle d'analyse sera donc quelque peu différent. Il faut bien avoir en tête que ces nouvelles politiques éducatives correspondent à ce que Pons appelle la décommunautarisation, l'âge 2, qui sera repris dans la conférence de Claude Lessard. Pour faire vite ici, on peut dire que cet âge correspond à un passage d'une structuration verticale des rôles sociaux, où les groupes sont stables, homogènes, organisant secteur d'action, à un âge où il y a une politisation des questions éducatives et surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, à une diversification des acteurs impliqués. Alors cela signifie donc la multiplication des acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre, dont les rôles et les fonctions peuvent être très différents, pas toujours pensés de façon articulée. On note aussi l'arrivée de nouveaux acteurs et une interdépendance entre eux. Les systèmes éducatifs, et la France en particulier, sont marqués par de profonds bouleversements qui ont modifié les fonctions des acteurs traditionnels. Je pense par exemple à ceux des directions d'établissement. Il a aussi vu l'apparition de nouveaux acteurs comme les acteurs nationaux ou supranationaux, l'Europe, l'OCDE. Ainsi, les configurations d'acteurs qui vont être impliqués dans les mises en œuvre sont divers, nombreux, ont des fonctions changeantes, parfois peu articulées. Cela a évidemment des conséquences et l'une d'entre elles est la complexification de la mise en œuvre. Donc nous nous demanderons comment accompagner les acteurs pour des réformes durables. Est-ce que les mises en œuvre peuvent soutenir des politiques qui s'inscrivent dans la durée? Comment finalement mobiliser des acteurs? Avant de tenter de lancer quelques pistes de réflexion, il nous faut d'abord décrire qui sont ces acteurs traditionnels et ces nouveaux acteurs. Évidemment, il a fallu opérer des choix et j'insisterai sur certains qui me semblent peut-être les plus emblématiques. Les enseignants, évidemment, ils sont les premiers impliqués dans la mise en œuvre d'un très grand nombre de réformes éducatives. On le voit dans la plupart des rapports qui ont été produits pour préparer cette conférence. Chacun va aborder leur rôle, la façon dont ils sont enrôlés ou pas, le risque que pourrait représenter leur perte d'autonomie dans le cadre de différentes réformes. La question de l'autonomie des enseignants dans le cadre du changement préoccupe beaucoup la recherche, on le voit dans les rapports. On peut retenir deux positions différentes. Des réformes où la marge de manœuvre, la marge d'action et d'autonomie des enseignants est très faible. Elles sont typiques des réformes par expérimentation. Mais le rapport de Janta et Richard permet tout de même de montrer qu'y compris dans ces expérimentations, il y a une importance qui est apportée à l'empowerment des enseignants. Il est nécessaire de donner du pouvoir aux enseignants pour garantir la réussite du dispositif. Dans le cadre de ce type de changement, la réussite d'une mise en œuvre est entendue comme l'écart le moins important possible entre la façon dont a été conçu le dispositif et la façon dont il se met en œuvre. On voit donc l'importance du rôle des enseignants pour qu'ils acceptent les changements, mais ils ne sont pas nécessairement au centre de la réflexion en amont. En effet, dans ce type de réforme également, il existe une grande variété des approches qui intègrent à des degrés divers les enseignants dans la conception même du dispositif. Alors, on va insister évidemment ici sur l'importance de la formation, mais ici, elle est circonscrite à la formation sur de nouvelles méthodes, de nouveaux gestes professionnels. De façon générale, ce que l'on peut retenir, c'est que l'imposition de nouvelles règles et de réformes qui visent à modifier les gestes et les pratiques professionnelles des enseignants ne doit pas signifier de minimiser leur autonomie, dont ils ont d'ailleurs besoin dans leur activité professionnelle, car cela reviendrait à créer un sentiment de dépossession professionnelle.
Alors de l'autre côté, ce qu'on voit, hein, c'est qu'il y a une importance à co-construire les réformes avec les enseignants. On est donc à un niveau au-dessus de celui de l'idée de laisser une marge de manœuvre aux enseignants. Il est nécessaire de réfléchir à la nature de la participation qu'on leur laisse. L'exemple du dispositif qui a été créé par Seb et Guabou. Il s'agit d'un dispositif qu'il qualifie de conception continuée. Donc, c'est la co-construction d'un outil didactique avec des chercheurs et des enseignants qui prend en compte en même temps les savoirs des enseignants, les contextes dans lesquels ils évoluent et les savoirs produits par la recherche. C'est un processus incrémental, hein, qui prend en compte les résultats produits à chaque étape de la mise en œuvre. Alors, de façon générale, cela pose aussi la question de la place de la recherche dans les processus de changement. On le verra à travers plusieurs case studies et dans les rapports, les chercheurs sont impliqués à différents stades des réformes. La gouvernance par les nombres a donné un poids grandissant à la recherche, en tout cas une certaine forme de recherche. Pourtant, Drelan et Reva montrent aussi que la montée en puissance de l'evidence-based policy a engendré pas mal de résistance au moment de l'implémentation sur le terrain des réformes, et en particulier parce qu'elles impliquent peu les acteurs et reposent sur un faible pouvoir d'agir de ces acteurs. Cela relativise la capacité de la recherche à éclairer les décisions politiques selon les auteurs. On en revient ici à l'idée qu'il faut laisser un pouvoir d'agir aux enseignants parce qu'ils connaissent, ils comprennent les contextes dans lesquels ils agissent et qu'il est nécessaire d'inscrire ces changements dans ces contextes. Donc, ça fait appel, évidemment, encore une fois, à l'autonomie des enseignants et à la réflexivité de ceux-ci. Les directions d'établissement, traditionnellement, ces directions d'établissement étaient en charge de faire appliquer les règles et les directives venues du dessus, conçues par des administrateurs. Aujourd'hui, ils doivent assumer un leadership pédagogique. Ils ont pour charge le développement professionnel des enseignants, l'initiation et la stimulation du travail collectif dans les établissements, l'enrôlement et la mobilisation des enseignants autour de projets pédagogiques d'établissement. En plus de ces fonctions pédagogiques, les directions d'établissement ont aussi la responsabilité de la contractualisation. Ils engagent leur établissement dans des contrats de pilotage, des conventions de gestion, etc. Ils sont aussi soumis à l'obligation de rendre des comptes. Cette obligation d'efficacité et de performance voit se développer un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. C'est ce que montre par exemple le rapport de Buisson-Fenet et ses collaboratrices. On pourra retenir par exemple l'obligation depuis 2002 d'effectuer des diagnostics d'établissement qui doivent permettre de fixer des objectifs à 4 ans, objectifs qui sont eux-mêmes contractualisés avec les services départementaux. Donc, on le voit, hein, ce métier a profondément changé, ses fonctions aussi. En même temps que cela l'a enrichi, les directions évoquent le fait qu'il devient un métier plus stressant, plus fragmenté. Les instruments d'évaluation, de gestion et de suivi ont eu pour effet de bureaucratiser aussi ces fonctions. Certains ont même parlé de déprofessionnalisation des métiers de l'encadrement, tant les fonctions d'évaluation, de reporting ont eu pour effet de réduire l'expertise professionnelle de ces acteurs. On voit par ailleurs l'apparition et le renforcement de certains acteurs. Alors, les opérateurs privés ne sont pas encore réellement développés en France, mais il est intéressant de les évoquer car cela pourrait devenir, comme dans d'autres contextes, une tendance importante. Dans certains pays, on constate un développement important des opérateurs privés dû aux transformations de l'institution scolaire, idéologie néolibérale, multiplication, amplification des marchés scolaires, etc., permettent le développement et l'apparition de tels acteurs. Ils sont particulièrement présents dans les domaines de l'évaluation et de la comparaison des établissements ou des districts. Ils permettent aussi le développement de nouvelles offres et de services d'accompagnement. On peut prendre pour exemple en Angleterre les academies. Quand les établissements entrent dans ces programmes, l'école est alors placée sous la responsabilité de fondations et d'entreprises privées. Ces systèmes ont pris tellement d'ampleur qu'on évalue à 50% les élèves en Angleterre qui sont soit dans une académie, soit dans une free school. Autres acteurs, les acteurs supranationaux. Alors, l'implication de ces acteurs comme l'Europe ou l'OCDE n'est pas nouvelle, mais il faut noter que leur pouvoir dans l'orientation des réformes est très variable en fonction des contextes nationaux. Le plus souvent, ils exercent un pouvoir très soft, c'est le cas en France, où ils peuvent au mieux diffuser des recommandations. Dans d'autres contextes, en revanche, leur pouvoir peut être beaucoup plus prégnant. C'est le cas par exemple en Hongrie. On pourra voir le rapport de Newman et ses collaborateurs à propos des politiques de déségrégation promues par l'Union européenne, ou en Inde, on peut voir par exemple le rapport de Gorour à propos de l'implication de l'OCDE dans les cycles d'évaluation PISA
en Inde. Dans un cas comme dans l'autre, on retient toutefois l'importance du contexte et des acteurs locaux. Dans le cas de la Hongrie, par exemple, la comparaison de 3 villes dans lesquelles se sont développées des réformes très différentes montre que les préconisations de l'Europe seules ne suffisent pas à influer sur les politiques nationales. La présence d'ONG, d'acteurs locaux, leur marge de manœuvre, leur pouvoir d'agir vont beaucoup influer sur la façon dont ces directives vont se décliner localement. Dans le cas de l'Inde, on voit aussi que l'implication de l'OCDE dans ces réformes a été facilitée par un gouvernement qui y avait ses intérêts. On n'est pas dans une gouvernance souple, mais en même temps, on voit que chacun y a ses propres intérêts. Du côté de l'OCDE, c'est la possibilité de promouvoir un modèle éducatif. Du côté du gouvernement indien, c'est la possibilité de présenter la réussite du pays. Alors, même si ces acteurs ont moins de poids dans le contexte français, il est intéressant de le garder en arrière-fond, car ils peuvent peser dans d'autres contextes. Que peut-on retenir des transformations dans les rôles des acteurs que nous venons d'évoquer? Que peut-on dire de l'apparition de ces nouveaux acteurs? Qu'est-ce que ça nous dit de la capacité à mettre en œuvre ces réformes? Alors, le contexte changeant que nous venons de décrire, multiplication des acteurs, apparition de nouveaux acteurs, changement dans la fonction des acteurs traditionnels, cela va poser des défis dans la mise en œuvre des réformes scolaires. Que faire pour améliorer cette mise en œuvre? Quelles leçons en retenir? Alors, il me semble qu'on peut retenir 3 séries de réflexions. La première concerne la co-construction. L'ensemble des rapports qui ont été produits dans le cadre de cette CCI insistent sur l'aspect co-construit des réformes qui apparaît comme une condition essentielle à la prise en compte des acteurs, de leur savoir et du contexte. Or, la multiplication et la diversification des acteurs mettent en péril cette capacité de co-construction. Les acteurs ont des cultures professionnelles différentes, mais aussi des intérêts variés, des fonctions différentes. Alors, on pourrait défendre l'idée de la nécessité de créer des cultures de professionnalisme collaboratif. Cela nécessite, pour les acteurs de première ligne, de passer d'une autonomie professionnelle individuelle à une autonomie collective et collaborative. L'autonomie collective ne signifie pas du tout la disparition de l'autonomie individuelle. Les enseignants gardent leur jugement professionnel, ils sont autonomes du point de vue de leur pédagogie, mais il existe dans ce modèle une responsabilité collective, par exemple de la réussite de tous les élèves, et une recherche collaborative. On va mettre par exemple en commun des problèmes collectifs. La co-construction permet la légitimation des réformes dont on a vu avec la conférence de Christian Marois qu'elle est une condition essentielle à la réussite de la mise en œuvre. Deuxième série de réflexions, elle concerne le pilotage et la coordination des réformes. Les pilotes intermédiaires deviennent essentiels pour assurer le fonctionnement et la transformation des institutions éducatives. Donc, il y a une importance des rôles de coordination et de contrôle. Évidemment, ça pose la question de la division technique du travail. On peut prendre l'exemple dans le rapport de Buisson-Fenet et ses collaboratrices à propos de l'école inclusive. Les chefs d'établissement et les inspecteurs de circonscription doivent s'entendre. Ils doivent partager de nouvelles normes autour de la question de l'inclusion. Cela nécessite aussi de travailler sur des visions communes, un impératif de travail collaboratif. Une tension réside dans la prise en compte des usagers de l'école, les élèves et les familles, dans ces dispositifs. Ils sont pensés comme des destinataires, mais peu comme des acteurs. Donc, on le voit, importance des acteurs intermédiaires dans la gouvernance, que l'on pense aux délégués de contrat d'objectifs ou dans d'autres contextes, on voit par exemple l'apparition des coachs pédagogiques. Tout ceci montre l'importance de ce niveau intermédiaire pour le pilotage et la mise en œuvre des réformes. En Ontario, par exemple, 72 districts ont mis en place une approche par LFM, Leading from the Middle. Le principe découle de l'idée, dont je parlais juste avant, du passage d'une autonomie professionnelle individuelle à collaborative. Ce système est une gouvernance par le milieu. Elle est censée permettre que se mette en place un professionnalisme collaboratif. Ce sont les acteurs de première ligne, les enseignants, les responsables intermédiaires, qui vont travailler ensemble autour d'objectifs communs. Mise en place d'outils de processus nécessaires à ces objectifs, ils répondent aux besoins locaux, ils assument une responsabilité collective, ils prennent des initiatives nécessaires. Les districts ont pour charge d'articuler ce travail aux priorités du gouvernement en créant des liens avec les réformes en cours. Le risque ici peut être celui d'une trop grande autonomie accordée aux établissements, aux acteurs de terrain, qui empêcherait par exemple la mise en œuvre de réformes plus systémiques. Dernière série de réflexions, elle concerne la formation. C'est un autre enseignement que l'on peut tirer des rapports et des présentations qui vont venir durant ces 3 jours, sur l'importance de la formation des acteurs. Alors bien entendu, la formation initiale, mais aussi la formation continue. Puisque les fonctions sont changeantes, les acteurs ont un fort besoin de formation et d'accompagnement. Formation aux nouvelles fonctions et attributions,
Dans le cadre des dispositifs pédagogiques, évidemment, il est important que les enseignants comprennent les bases théoriques sur lesquelles elles reposent, mais il faut aussi pouvoir être formé à travailler avec de nouveaux acteurs. Évidemment, cela questionne encore une fois les contours de ces formations et la place qui occupe la recherche. Durant ces 3 jours, les 3 jours de cette CCI, nous retrouverons, je pense, c'est certain, ces 3 points, ces tensions qui pourront peut-être aider à imaginer ce qui pourrait être une mise en œuvre qui permette d'installer des réformes éducatives justes et efficaces dans la durée. Je vous remercie.